On a couvert beaucoup d'histoires bizarres sur cette chaîne, mais je peux vous dire avec confiance que l'histoire d'aujourd'hui, c'est facilement une des plus dérangeantes. Parce que vous allez arriver à la fin de cette histoire, vous allez entendre ce qui s'est passé, la grande révélation, et vous allez faire de quoi du genre « Qu'est-ce qui vient de se passer? » Accrochez-vous, c'est une bonne histoire. Là où l'ombre rencontre la lumière, bienvenue dans le mystère. Corbeau au loin, Fade to silence. corbeau au loin. On est l'après-midi du 5 janvier 1909 et un révérend de 56 ans qui s'appelle John Carmichael, il embrasse sa femme et ses enfants pour leur dire au revoir. Et ensuite, il sort de son chalet dans le froid. Il enroule sa cape autour de son costume noir et il monte sur son cheval. Il galope sur la route. Maintenant, il faut que je vous explique quelque chose. Le révérend Carmichael vit dans une partie rurale du Michigan. Et ce jour-là, il se dirige vers une autre ville à environ 14 km qui s'appelle Columbus. Et là-bas, il va tenir un grand rassemblement religieux. En gros, il va faire un espèce de gros sermon et essayer de recruter des nouveaux fidèles pour son église. Et donc, le révérend galope sur la route pour se rendre là-bas et il voit tous ces enfants dehors-là qui font des batailles de boules de neige et qui construisent des bonhommes de neige, quelque chose d'assez classique. Et c'est vraiment agréable comme ambiance. Mais aussi, vu qu'il est le révérend, tout le monde le connaît. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Et donc, soit les enfants veulent lui dire bonjour, soit leurs parents veulent lui parler. Et donc, le révérend, qui essaie vraiment juste de se dépêcher pour arriver à Columbus, il doit s'arrêter encore et encore et encore pour faire la conversation et être poli avec tout le monde. Mais après environ peut-être une trentaine de minutes, il atteint un point dans son trajet où toutes les maisons sont derrière lui. Et il a cette belle portion tranquille de route là, où il sait qu'il ne sera pas dérangé. Pas du tout. Il a fait ce trajet vers Columbus, déjà plusieurs fois à ce jour. Et il attend toujours ce moment-là avec impatience où il arrive et il n'y a personne. Donc cette partie de la route-là, c'est juste paisible. Ça lui donne une chance d'être seul avec ses pensées et de réfléchir à son fameux sermon. Et donc le révérend est en train de trotter tranquillement sur cette route-là, une route enneigée. Il entend le son de sa voix qui s'approche rapidement derrière lui. Donc le révérend, naturellement, se retourne et il voit qu'il y a un gars qui arrive qui a l'air vraiment négligé. Et le gars porte une chemise brune toute tachée avec un long manteau par-dessus. Et ses cheveux sont plaqués vers l'arrière, des cheveux gras. Et il a une espèce de sourire bizarre sur le visage. Et il fait des grands signes au révérend. Clairement, il essaie de l'arrêter. Et le révérend veut vraiment pas parler à cet homme-là parce que, y a une chose, en fait, c'est qu'il sait qui il est. Son nom, c'est Gideon Browning. Et il vit dans la même ville que le révérend. Et il est connu pour être un peu, disons, erratique. Donc, il a un horrible problème d'alcool. Franchement, vous savez, le révérend veut juste qu'on le laisse tranquille à ce moment-là. Il est en train de profiter de sa balade paisible et voilà que, l'ivrogne du village débarque. Il veut pas être avec ce gars-là. Mais aussi, le révérend comprend qu'il est quand même le révérend de la ville. Les gens le connaissent. Il peut pas juste être désagréable avec quelqu'un parce qu'il l'aime pas. Donc, il se dit qu'il doit être gentil. Donc, il sourit à Gideon et lui fait signe de la main pour être poli. Mais intérieurement, disons qu'il redoute cette interaction-là avec Gideon. Et c'est important de noter que les dernières semaines, le révérend a croisé Gideon partout en ville. Vraiment partout. Au point où c'est devenu pratiquement bizarre. Et à chaque fois qu'il interagit avec Gideon, c'est juste désagréable. Parce que Gideon, c'est juste une personne désagréable. Totalement désagréable. Mais bon, le voilà encore une fois obligé d'avoir une autre interaction avec Gideon. Et dès que Gideon arrive à côté du révérend, sa première question est « Salut révérend, est-ce que je peux faire la route avec vous? » Et le révérend intérieurement dit « Mon Dieu, jamais de la vie, je ne veux pas faire ça maintenant. » Mais il dit « Oui, bien sûr, on peut faire la route ensemble. » En bon révérend. Et presque immédiatement, le révérend, disons qu'il regrette cette décision-là, parce que Gideon, il l'affirme jamais. Il parle tout le temps. Pendant toute cette portion du trajet qui était censée être paisible pour lui, c'est pas ce qui arrive du tout. Donc, les questions que Gideon pose au révérend pendant qu'il chevauche sur la route, pendant qu'ils chevauchent ensemble, sont, disons, intrusives. Gideon veut exactement savoir où le révérend va. Ce qu'il va faire là-bas, combien d'églises le révérend possède, des questions assez personnelles.
Et un peu contre son propre jugement, le révérend est honnête avec Gideon. Il lui dit qu'il va à Columbus pour un grand rassemblement religieux. Et il lui parle aussi d'une de ses églises dans une ville appelée Rattle Run. Et pendant que le révérend donne ces informations qu'il aurait préféré garder pour lui, il remarque que Gideon commence à faire quelque chose de très, très étrange. Pendant que Gideon galope, tout en gardant son regard fixé sur le révérend, Gideon met sa main dans sa poche et il sort une pièce de monnaie argentée. Il commence à la lancer en l'air et à la rattraper. Encore, encore et encore. Sans que ça affecte sa façon de chevaucher. C'est comme si Gideon n'était même pas conscient qu'il faisait ça avec la pièce. Et le révérend, vous savez, il regarde Gideon faire ça. C'est quand même un peu impressionnant. Gideon arrive à lancer la pièce encore et encore sans jamais la faire retomber et tout en restant parfaitement en selle, malgré, les mouvements du cheval. Mais plus que juste être impressionné par la coordination main-œil de Gideon, le révérend commence à remarquer qu'il aime vraiment ce que Gideon fait avec cette pièce-là. C'est un peu apaisant d'une certaine façon. Pas tellement le fait de voir la pièce tourner dans les airs, mais plutôt le son qu'elle fait. Le son de la pièce qui tourne dans les airs et qui claque dans sa main, dans la paume de sa main. Encore, encore et encore. Ça met le révérend, à l'aise, et il sait même pas pourquoi. Et donc après un moment, le révérend arrête de répondre aux questions de Gideon et il fixe juste la pièce. Il écoute le son et il se sent tranquillement dériver dans une espèce d'état bizarre, un état relaxé, presque comme s'il s'endormait. Pendant que cette chose étrange-là se passe avec la pièce, les deux hommes finissent par arriver à un carrefour où il y a un magasin général. Et à ce moment-là, Gideon attrape la pièce, il la met dans sa poche et les deux hommes s'arrêtent devant ce magasin général. Même si le révérend ne veut pas aller à ce magasin-là, il suit juste Gideon jusqu'au poteau d'attache, le poteau où on attache les chevaux quand on va dans un commerce. Donc ils descendent tous les deux de leurs chevaux, ils attachent leurs chevaux au poteau. Et le révérend se dit, je peux pas vraiment m'arrêter ici, je dois aller à Columbus. Je dois aller à ce rassemblement-là, c'est important. Mais Gideon se tourne vers le révérend et dit, non, faut qu'on s'arrête ici. On doit acheter quelque chose. Et le révérend se retrouve à dire, d'accord, qu'est-ce qu'on va acheter? Et le révérend se dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai même pas envie de faire ça. Je veux pas m'arrêter ici, je dois partir. Mais là, il reste là, à attendre que Gideon lui dise ce qu'ils vont acheter. Et Gideon, qui a ce grand sourire sur le visage, encore une fois, dit « En fait, je vais pas rentrer dans le magasin. C'est toi qui vas y aller. Tu vas rentrer là-dedans et tu vas m'acheter une nouvelle assiette. Et tu vas sortir d'ici et me la donner. » Maintenant, tout ça était complètement bizarre pour le révérend. Il sentait pas que c'était une demande, normale. Et il voulait pas non plus rentrer dans le magasin. Il voulait partir, mais pour une raison quelconque, il dit juste « Bon, d'accord. » Mais il se retourne et il traîne les pieds jusqu'au magasin. Et là, il trouve une nouvelle assiette, il la paie avec son propre argent et il sort. Ensuite, il la donne à Gideon. Et à ce moment, le révérend, il veut juste monter sur son cheval et s'éloigner de Gideon le plus loin possible. Mais la seconde où le révérend remonte sur son cheval pour faire ça, Gideon saute sur son cheval et dit « Attends une minute, révérend. On n'a pas fini. Maintenant, on va aller à ton église à Rattle Run parce que je vais me marier bientôt et je pense, peut-être me marier dans ton église. Je veux la voir. » Et donc le révérend, qui encore une fois veut juste aller à Columbus, qui veut pas du tout être avec Gideon, pour une raison quelconque, il dit juste « D'accord, on va aller à mon église. » Et à ce moment, Gideon sort sa pièce de monnaie et recommence à la lancer encore et encore et encore. Et les deux hommes chevauchent côte à côte en direction de Rattle Run. Et tout le long, le révérend continue de se marteler, continue de se dire « Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? » Et en plus du brouillard mental et de la confusion, le révérend réalise aussi que Gideon, il lui ment clairement. Parce qu'il sait que Gideon est déjà marié, en fait. Alors, de quoi il parle avec une histoire de vouloir se marier, de vouloir aller à son église pour se marier encore une fois? Ça fait aucun sens. Pourquoi Gideon veut vraiment aller à l'église? Ça, il comprend pas. Le révérend n'en a aucune idée. Mais il commence, à avoir vraiment peur. Mais encore une fois, il peut pas s'empêcher d'accepter tout ce que Gideon lui demande de faire. Et donc, les deux hommes galopent encore une fois jusqu'à Rattle Run. Et tout le temps, Gideon continue de lancer la pièce, fixe le révérend. Et le révérend, lui, à ce moment-là, on peut dire, est complètement hypnotisé par la pièce. Et puis, ils arrivent à l'église. Et Gideon, met la pièce dans sa poche. Les deux hommes, encore une fois, attachent leurs chevaux au poteau dehors. Et ils vont jusqu'à la porte d'entrée. Le révérend prend sa clé, déverrouille la porte, et ils entrent à l'intérieur.
Et pratiquement automatiquement, le révérend marche vers le fond de l'église et il allume le poêle. Puis pendant qu'il revient vers l'avant, où Gideon est toujours là, debout devant l'entrée, Gideon dit soudainement au révérend, il lui dit de s'arrêter là où il est. Et donc le révérend s'arrête en plein milieu de l'église. Et il regarde Gideon, qui a encore une fois sorti cette pièce-là à nouveau et qui la lance de haut en bas encore et encore. Et à ce moment, le révérend regarde. Il regarde Gideon et il dit « Alors, tu veux regarder autour, tu veux faire un tour, une visite? » Et Gideon, qui lance la pièce en haut, en bas, on entend le bruit de la pièce qui tourne dans sa paume. Il dit juste « Non, j'ai pas besoin de regarder autour. Il n'y a pas de mariage, en fait. » Et ah oui, révérend, lève ton bras gauche. Et à ce moment-là, le révérend est terrifié, il est confus. Et son bras gauche se lève soudainement dans l'air et il n'a absolument aucun contrôle dessus. Et puis une seconde plus tard, Gideon dit « Maintenant, lève ton autre bras. » Donc le révérend, qui a toujours son bras gauche tendu d'un côté, sent son bras droit se lever de l'autre côté. Donc à ce moment-là, le révérend est juste là, debout avec les deux bras tendus de chaque côté. Et c'est à ce moment-là que le révérend, disons, qu'il comprend ce qui se passe. Clairement, Gideon l'a hypnotisé. C'est la seule explication pour ce qui est en train de se passer. Mais avant que le révérend puisse dire quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit à propos de, disons, cette situation complètement bizarre, Gideon, qui lance cette pièce en haut en bas, il a le grand sourire sur le visage pendant qu'il fait lever les bras au révérend. Soudainement, le visage de Gideon change complètement et il devient mortellement sérieux. Et là, il fixe le révérend et puis il laisse tomber la pièce par terre. Ensuite, il commence à avancer tranquillement vers le révérend. Le jour suivant, vers midi, le gardien de l'église du révérend Carmichael, à Rattle Run, se dirige vers cette église-là, son église, pour vérifier le bâtiment. Il sait que le révérend Carmichael est censé être à Columbus pour quelques jours. Et donc, il veut juste s'assurer que, vous savez, tout est normal, tout est en ordre. Et pendant que le gardien galope vers cette petite église blanche-là, avec son clocher, il remarque tout de suite qu'il y a une colonne de fumée qui sort de la cheminée. Clairement, il y a un feu allumé à l'intérieur de l'église. Le gardien pense, ça fait aucun sens parce que le révérend n'est pas censé être ici. Alors, s'il n'y a personne d'autre qui y va à cette église-là, alors comment il pourrait possiblement y avoir un feu à l'église en ce moment? Ça fait aucun sens. Puis après que le gardien arrive à la porte d'entrée, il s'apprête à mettre la clé dans la serrure quand il découvre que la porte est déjà verrouillée. Ce qui fait du sens, mais pas de sens en même temps. Mais bon. Instinctivement, il met sa main sur son pistolet à sa hanche parce que c'est un gardien qui a une arme sur lui. Ensuite, il attrape la poignée et il ouvre la porte d'un coup. Quand il regarde à l'intérieur de l'église, il se fige. Parce que tout l'intérieur de l'église est trempé de sang. Il y a du sang sur les bancs, il y a du sang sur les murs, il y a du sang sur l'autel. Et puis aussi, parmi tout ce sang-là, le gardien remarque qu'il y a des petits morceaux un peu partout de tissu déchiré. Il en voit un qui a un bouton assez unique cousu dessus. Un bouton qu'il reconnaît comme appartenant au costume du révérend Carmichael. Et donc le gardien est horrifié, il regarde autour et il voit personne. Mais il voit qu'il y a une traînée de sang tout le long de l'allée centrale jusqu'à l'autel. Et elle tourne à droite, hors de vue. Maintenant, le gardien, on s'entend, veut se retourner, il veut s'enfuir en courant. Mais il s'inquiète que peut-être le révérend Carmichael est encore quelque part ici. Encore, peut-être qu'il est en vie, peut-être qu'il a besoin d'aide. Qu'il pourrait donc l'aider. Le gardien, c'est comme s'il sentait que c'était sa responsabilité d'au moins investiguer. Donc, il sort son pistolet et il commence à marcher dans cette allée, cette espèce d'allée sanglante-là. Il regarde autour de lui pour voir s'il n'y a pas un signe qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de l'église. Mais c'est mortellement silencieux. Et il finit par arriver à peu près à mi-chemin de l'allée quand il repère une pièce de monnaie argentée au milieu de l'allée, couverte de sang. Et il continue à marcher jusqu'où la traînée de sang tourne derrière le banc. Et elle mène directement à ce poêle-là qui est clairement encore en train de se consumer. Et donc le gardien marche jusqu'au poêle. Et après avoir regardé autour une dernière fois juste pour s'assurer qu'il n'y a personne d'autre qui est là, il ouvre le poêle et à l'intérieur du poêle, il y a un crâne humain. La nouvelle du meurtre horrifique du révérend Carmichael se répand très rapidement dans toute la ville et même au-delà. Je veux dire, c'est partout. En moins de 24 heures, il y a cette énorme enquête policière-là qui est lancée pour essayer de retrouver qui l'a tué. Et très rapidement, la police de Rattle Run parle au shérif de la ville où le révérend vivait et ils apprennent que le même jour où le révérend Carmichael était parti pour aller à Columbus, et ensuite, évidemment, été tué dans son église, ce même jour, un homme nommé Gideon Browning avait eu une grosse dispute publique très explosive en ville. La même ville que le révérend Carmichael
avec son beau-frère. Et cette dispute-là, bon, apparemment qu'elle était tellement explosive que plein de gens l'ont vue, plein de gens l'ont entendue. Et les gens disent qu'après cette grosse dispute-là qu'il a eue avec son beau-frère, Gideon avait sauté sur son cheval et était parti en colère. Et les enfants de cette ville-là, qui étaient dehors ce jour-là à faire des batailles de boules de neige et à construire des bonhommes de neige, ils disent qu'ils ont vu là, le révérend Carmichael, qui passait sur la route. Parce qu'on se rappelle, il le parlait à tous les enfants, il le parlait aux parents qu'il croisait. Pas longtemps après que le révérend Carmichael avait disparu là, sur la route, il rapporte aussi avoir vu Gideon Browning qui descendait la même route, dans la même direction que le révérend Carmichael. Et après ça, personne n'avait revu là, Gideon depuis que ça arrive. Donc très rapidement, Gideon devient naturellement le suspect numéro 1 dans ce meurtre. En gros, la théorie, c'est que, vous savez, Gideon était tellement en colère de sa dispute avec son beau-frère que peut-être il a juste déversé toute sa rage sur le révérend. En gros, le révérend était au mauvais endroit, au mauvais moment, et s'est fait tuer. Maintenant, la police sait que c'est une théorie fragile au mieux, mais Gideon avait une réputation d'être quelqu'un de très erratique, un ivrogne complet. Et donc, ça correspondait un peu à qui il était, que c'était quelque chose qu'il aurait pu faire. Et donc, 24 heures après le meurtre, il y a cette énorme chasse à l'homme-là dans plusieurs États pour retrouver Gideon. 3 jours plus tard et à environ 800 km de la ville de Rattle Run, un homme ouvre la porte d'une pension et entre à l'intérieur. Et la propriétaire de la pension, elle s'appelle Miranda Hughes. Elle est assise derrière le bureau d'accueil. Et quand elle lève les yeux et voit cet homme-là, elle doit retenir, disons, un petit hoquet de surprise. Parce que cet homme-là, a l'air absolument horrible. Il porte cette chemise brune, vraiment tachée, avec un long manteau par-dessus. Et il tremble. Et il est maigre et très, très pâle. Il a juste l'air d'être sur le point de mourir, en gros. Mais l'homme marche jusqu'à elle et il dit que son nom est John Elder et qu'il veut louer une chambre. Maintenant, Miranda, pendant une seconde, pense à refuser de servir ce gars-là parce que, honnêtement, il lui fait un peu peur, on comprend. Mais ensuite, Miranda pense, tu sais quoi, beaucoup de mes clients sont assez rudes ces temps-ci. Ce gars-là, il a de l'argent et il veut une chambre. Alors voilà, je vais lui donner une chambre, tout simplement. Donc, elle l'amène en haut, dans une chambre au 2e étage. Elle l'ouvre et John entre à l'intérieur. Et Miranda, un peu par courtoisie, elle lui dit « Est-ce que vous voulez que je vous prépare quelque chose à manger? » Et John, sans même se retourner, il dit juste « Non, je jeûne. » Et puis il lui ferme la porte au nez. Pour le reste du week-end, malgré ce que John avait dit à Miranda, Miranda monte à sa chambre, elle laisse de la nourriture devant sa porte à chaque repas. C'est quelque chose qu'elle fait pour ses clients. Mais John ne sort jamais pour prendre la nourriture. Et pendant un moment, Miranda commence à être de plus en plus inquiète pour ce monsieur-là, vu à quel point il avait l'air terrible quand il est arrivé. Et maintenant, il dit qu'il jeûne. Ça semblait pas super sain, tout ça. Mais en même temps, Miranda était un peu contente de ne pas avoir à discuter avec ce gars-là, à dealer avec lui. Et donc, en gros, elle finit tout simplement par l'ignorer. Mais le matin du 12 janvier, donc une semaine après le meurtre et 3 jours après que John Elder se soit enregistré dans cette pension-là, Miranda traverse la pelouse à l'arrière de la pension. Et elle entend ce qui ressemble à quelqu'un qui gémit de douleur, venant des toilettes extérieures. Maintenant, normalement, Miranda irait jamais aux toilettes extérieures pour voir si quelqu'un va bien dedans. Mais le son que la personne fait, ça sonnait tellement comme si elle souffrait, comme si c'était grave qu'elle n'a pas pu s'empêcher. Donc Miranda court jusqu'à la porte des toilettes extérieures et elle crie et demande « Hey, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez besoin d'aide? » Le seul son qu'elle entend sortir, disons que c'est plus de gémissement que de pleurnichement. Et donc, agissant par instinct, Miranda attrape la porte et l'ouvre d'un coup. Et ce qu'elle voit la fait hurler. C'est John Elder. Il est assis sur les toilettes. Il la regarde avec des yeux paniqués, grands ouverts. Sa gorge a été tranchée d'une oreille à l'autre. Et elle peut pratiquement voir quand même assez profondément dans son... C'est une blessure fatale, ça fait aucun doute. Et il saigne partout. Donc Miranda, en voyant ça, recule en titubant. Elle se retourne et elle court pour aller chercher la police. Et le temps que la police arrive à la pension et aille aux toilettes extérieures, John Elder était déjà mort depuis, un bon petit bout déjà, de sa blessure horrible. Donc, au début, la police ne connecte pas nécessairement la mort de John Elder à ce qui s'était passé à Rattle Run, à 800 km de là. C'était pour eux totalement déconnecté. Jusqu'à ce que la police fouille John Elder et ils trouvent dans une de ses poches une lettre tachée de sang adressée au shérif de Rattle Run. Et dès que la police la lit, ils savent qu'ils ont en fait quelque chose de très énorme entre leurs mains. Parce que John Elder n'était pas lui qu'il prétendait être. Pour comprendre qui était John Elder et même commencer à comprendre ce qui s'est passé à Rattle Run, on doit revenir au 6 janvier.
Le jour où le révérend Carmichael a quitté sa maison, il a commencé son voyage vers Columbus pour ce grand rassemblement. Pendant ce voyage, le révérend Carmichael est bien entré en contact avec Gideon Browning. Gideon Browning est bel et bien arrivé à côté de lui. Ils sont bel et bien chevauchés ensemble. Et vous savez, ils sont même allés à ce magasin-là, le magasin général. Et le révérend Carmichael a bel et bien acheté cette petite hachette-là pour Gideon. Ils sont allés à l'église ensemble, l'église de Rattle Run. Mais la raison pour laquelle ils ont fait toutes ces activités, disons, étranges, c'est pas parce que Gideon avait hypnotisé le révérend Carmichael. La vraie raison pour laquelle ils ont fait ces choses-là ensemble est encore plus bizarre que ça. Dans les semaines précédant ce jour fatidique-là, le 6 janvier, le révérend Carmichael croisait Gideon Browning tout le temps, comme on l'avait dit, partout en ville. Un peu comme si, peu importe où le révérend allait, Gideon était là. Et puis le 6 janvier, quand le révérend fait son chemin sur la route, qu'il se retourne et qu'il voit Gideon Browning qui arrive à côté de lui, et qu'il se dit « Ah, mon Dieu, ça recommence, encore lui ». Mais la façon dont le révérend gérait ça, c'était pas nécessairement de se dire quelle coïncidence, je crois ce gars-là, partout où je vais. Au lieu de ça, le révérend a cru que Gideon devait avoir une sorte de pouvoir spécial, qu'il était capable de savoir où lui, le révérend, était à tout moment, tout le temps, et qu'il utilisait ce pouvoir-là pour essayer de l'intimider en l'espionnant. Et donc, le 6 janvier, quand Gideon est arrivé au galop à côté du révérend, le révérend était, disons, à ce moment-là, déjà complètement paranoïaque et très sur les nerfs à propos de Gideon, craignant que ce gars-là avait des pouvoirs magiques, en gros. Et puis quand Gideon a sorti la pièce et a commencé à la lancer en l'air, ce qui apparemment était juste quelque chose qu'il faisait tout le temps, le révérend a pris ça comme oh mon Dieu, en plus d'avoir des pouvoirs magiques pour toujours savoir où je suis, Gideon a aussi le pouvoir de l'hypnose. Et cette pièce-là que je suis pas capable de quitter des yeux, qui a un son tellement incroyable, qui m'apaise, elle m'hypnotise. Gideon me contrôle maintenant. Mes pensées, mon corps. Et donc, à ce moment, le révérend croyait vraiment qu'il était hypnotisé. Il a juste commencé à suivre tout ce que Gideon voulait. Et donc, on suppose que Gideon voulait s'arrêter au magasin général. Il a juste dit « Hey, est-ce que tu veux t'arrêter au magasin général? » Le révérend s'est dit « Oui, je vais m'arrêter au magasin général. » Et puis Gideon a peut-être demandé au révérend « Hey, est-ce que ça te dérange de m'acheter une nouvelle hachette? » Et le révérend s'est dit « Oui, je vais t'acheter une nouvelle hachette. » Il est acheté et il est rentré, il est allé chercher la hachette. Ensuite, il est ressorti. Et puis apparemment, vous savez, Gideon a dit « Hey, j'aimerais ça aller voir ton église à Rattle Run. » Et le révérend a dit « Ouais, d'accord, allons voir l'église à Rattle Run. » Et puis quand ils sont arrivés à l'église, à un moment donné, le révérend est juste allé au milieu de l'église, a mis ses bras de chaque côté de son corps comme s'il était Jésus-Christ, cloué sur la croix. Même si, vous savez, en fait, Gideon lui a pas demandé de faire ça. C'est le révérend qui, disons, était pris dans sa propre illusion. Et pendant qu'il se tient là, comme ça, les bras dans les airs, Gideon lance la pièce, la laisse tomber, et elle tombe par terre. Et les révérends qui croient que cette pièce-là a un contrôle total sur lui, un contrôle total sur ce qu'il fait, il se dit « Ça y est, maintenant, le sort est brisé. Je dois me sauver. » Donc le révérend court et attrape la hachette. Et il force Gideon à enlever tous ses vêtements. Et une fois que le révérend a ses vêtements, il met Gideon en pièces avec la hachette. Et ensuite, il brûle son corps dans le poêle. Et puis après ce meurtre horrifique-là, le révérend prend son propre costume, le déchire en lambeaux. Et il le jette un peu partout dans l'église pour faire croire que c'est lui qui avait été tué et que c'était son crâne qui était à l'intérieur du poêle. Puis c'est là qu'il a mis tous les vêtements de Gideon Browning. La chemise brune, le manteau long. Et ensuite, il voyage 800 km jusqu'à la pension de Miranda Hughes, où il entre et il loue une chambre sous le pseudonyme de John Elder. Et pendant que le révérend se cache à l'intérieur de cette pension-là, la police à Rattle Run découvre assez rapidement que le corps à l'intérieur de l'église, le crâne à l'intérieur du poêle et les restes qui étaient là appartenaient pas du tout au révérend Carmichael. Ils appartiennent à Gideon Browning. Donc immédiatement, ça passe de Gideon Browning a dû le faire. Ah non, c'est le révérend Carmichael qui est le tueur, probablement. Et il a tué Gideon. Mais avant qu'il puisse retrouver la trace du révérend, le révérend Carmichael, alias John Elder, était allé dans les toilettes extérieures. Il s'était tranché la gorge lui-même. Cependant, quand la police a fouillé le corps de John Elder, donc en fait le corps du révérend Carmichael, c'est là qu'ils ont trouvé la lettre tachée de sang qui était adressée au shérif de Rattle Run. En gros, c'est une confession. Maintenant, c'est vrai que c'était la confession du révérend Carmichael, qui lui croyait sincèrement que Gideon l'avait hypnotisé et avait tous ses pouvoirs spéciaux, et qu'il agissait lui-même en légitime défense.
Mais quand même, ça restait une confession de meurtre. Confession de meurtre de quelqu'un qui allait pas bien. Maintenant, bien sûr, bon, il y a plein de détails dans cette histoire-là dont on peut pas nécessairement être totalement sûr. Exemple, on sait pas comment étaient les discussions là, entre le révérend Carmichael et Gideon Browning quand ils se sont rencontrés sur la route et ensuite on finit par se rendre à l'église. Mais c'est en gros la meilleure théorie sur ce qui s'est passé ou aurait pu se passer. Et aussi, ça vaut la peine de noter qu'il y avait un historique de maladie mentale dans la famille du révérend Carmichael. Mais cette histoire-là s'est passée à une époque où personne ne prenait vraiment la santé mentale au sérieux. Et donc, c'est très peu probable que même si les autorités là, avaient su ça, que ce crime-là aurait pu être évité. Et donc, voilà ce qui s'est passé. C'est une histoire assez terrible. Malheureusement, des histoires comme ça, il y en a d'autres. Il y en a un peu trop même. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai d'autres vidéos à regarder si ça vous intéresse. Mais je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.